Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette vidéo est dédiée au très exigeant peintre Amedeo Modigliani, portraitiste de la bohème parisienne, icône de la mythologie du quartier de Montparnasse. Modi, le miséreux dandy martyrisé par la tuberculose et un alcoolisme chronique qui nous aura légué sa philosophie avec cette seule prescription, ton devoir réel dans la vie est de sauver ton rêve. Quand je connaîtrai ton âme, je peindrai tes yeux. Préambule. Décédé à l'âge de 35 ans, quand Van Gogh lui-même avait survécu jusqu'à son 37e anniversaire, Modigliani avait le profil idéal pour que l'histoire de l'art en fît un saint et dans ses tablettes l'inscrivit aux côtés des artistes maudits. La loi de séparation des églises et de l'État de 1905 avait été promulguée, il était impératif que la peinture profane comptât aussi des martyrs dans ses rangs, ceux-là fussent-ils des apôtres du libertinage et de l'amour libre. Hors mariage. Artiste aux mœurs dissolues régnant à Montparnasse, celui que l'on surnommait Maudit était qualifié pour succéder aux stars de la butte Montmartre, tel le peintre attitré des Maisons Closes Toulouse-Lautrec, disparu, lui, à l'âge de 36 ans. Assumant les contradictions liées à sa toxicomanie, le peintre n'a jamais renoncé à sa liberté artistique, respectant lui-même cette exigence écrite à son ami Oscar Giglia: ton devoir est de ne jamais te consumer dans le sacrifice, ton devoir réel est de sauver ton rêve. Antonia, 1915. Enfin, pour parfaire la légende de l'artiste maudit, 2 jours après la disparition du peintre survenue le 24 janvier 1920, sa compagne, Jeanne Hébuterne, âgée de 21 ans, enceinte de leur second enfant, se sera suicidée en se défenestrant. Jeanne Hébuterne au chapeau, 1917. Biographie. Amedeo Modigliani est né le 12 juillet 1884 en Italie, en région Toscane, à Livourne, l'un des plus importants ports de la Méditerranée développé à la Renaissance par François Ier de Médicis. Modigliani et Picasso, 1916. Surnommé Dedo par sa mère, Modigliani, cadet d'une fratrie de 4 enfants, était issu d'une famille bourgeoise de confession juive cultivée, érudite, cependant en grande difficulté financière. Viking Egeling, 1916.
Outre Livourne, avant de s'installer à Paris en 1906, Modigliani a vécu à Rome, Florence et Venise, où il a été fasciné par les ruines de notre antiquité gréco-romaine. L'Arc de Triomphe de Septime Sévère, Rome, Italie, 1889. Septime Sévère, son épouse Uliadonna et leur fils Caralla. Au Vatican, Modigliani aura été subjugué par les fresques de la chapelle Sixtine peintes par Michel-Ange, celui-ci chargé par le pape Jules II d'illustrer le livre de la Genèse. Conquis par le peintre, Modigliani avait aussi été bouleversé par le sculpteur de la Pietà, si bien que le jeune homme ne savait plus s'il devait peindre ou bien sculpter. La création d'Adam, Chapelle Sixtine, 1512, par Michel-Ange. La Pietà, 1499, par Michel-Ange. Mauvais élève, cependant, dit-on, lecteur de Nietzsche et Baudelaire dès l'âge de 5 ans, Modigliani, surnommé le surhomme, était obsédé par l'idée de créer une œuvre pour sauver son âme. Tête rouge, 1915. Victime d'une pleurésie à l'âge de 11 ans, d'une fièvre typhoïde à 14, on a diagnostiqué la tuberculose quand le jeune homme venait d'en avoir 16. Modigliani pressentait-il que sa vie serait si brève? Le garçon aux yeux bleus, 1916. Sauf cette lucidité, comment le peintre aurait-il pu écrire à son ami Oscar Giglia, artiste lui aussi, « Habitue-toi à mettre tes besoins esthétiques au-dessus de tes devoirs envers les hommes ». Adrienne, 1916. Convaincu de la nécessité d'étudier les techniques picturales mises au point par les grands maîtres de la Renaissance italienne, l'an 1902, âgé de 18 ans, Modigliani s'est installé à Florence. L'artiste s'est inscrit à l'école libre de nu de l'Académie de Florence, où le chef de file des impressionnistes toscans Giovanni Fattori enseignait, entendant alors abondamment parler de Paris. Modigliani, à Florence, a observé les œuvres des grands maîtres florentins de la Renaissance, notamment les tableaux de Botticelli, Léonard de Vinci, Raphaël. Observant le très célèbre tableau de Botticelli intitulé La naissance de Vénus, Modigliani a retenu qu'à partir de la Renaissance italienne, un peintre peut représenter une femme de la société civile largement dévêtue. Un peintre peut figurer une femme dénudée, sa poitrine, son nombril, le commencement du mont du pubis, dit le mont de Vénus, à condition toutefois de respecter certains interdits, notamment ne pas peindre la pilosité pubienne. La naissance de Vénus, 1485, par Botticelli.
L'an 1903, après une année passée à Florence, Modigliani a décidé de rejoindre un autre haut lieu de la Renaissance, Venise. Ceci afin d'y étudier les Vénitiens Giorgione, Véronèse et Titien. Étudiant durant 3 ans à l'école libre de nu de l'Académie de Venise, le peintre a été bouleversé par la Vénus endormie de Giorgione, le premier nu féminin de la modernité. Peinte sans tenir compte des canons esthétiques de l'Église, la citoyenne vénitienne représentée par Giorgione, dans un paysage précurseur de l'impressionnisme, nue, sensuelle, une main sur le sexe, a les yeux fermés. Nue, onirique, libre enfin, la Vénus de Giorgione ouvre-t-elle les yeux sur un monde intérieur? Modigliani se souviendra de cette manière quand, à Paris, il tentera de saisir le moi profond des sujets dont il fera le portrait. Pompéi. En convalescence, âgé de 17 ans, visitant en compagnie de sa mère la cité antique de Pompéi, laquelle avait été ensevelie l'an 79 lors d'une éruption du Vésuve, puis exhumée au XVIIIe siècle, Modigliani avait reçu un premier choc esthétique. Parcourant le site archéologique, le peintre avait été ébloui par les moulages réalisés à partir des restes des victimes de Pompéi, celles-ci apparaissant dans la même attitude qu'au moment où la ville avait été recouverte par plusieurs mètres de sédiments volcaniques. Outre les sculptures des victimes du Vésuve moulées à Pompéi, les fresques murales témoignant des mœurs de la Rome antique auront elles aussi durablement influencé la recherche artistique de Modigliani. La naissance de Vénus, Pompéi, 79. Montparnasse. Fort d'une très importante connaissance de la peinture classique italienne, Modigliani, l'an 1906, s'est installé à Paris, où les artistes remettaient en question toutes les règles de l'art de la Renaissance issues de la beauté antique. Modigliani, 1906. Rejoignant Montmartre, le peintre a fait la connaissance des stars du bateau lavoir, parmi lesquels Pablo Picasso, avec lequel il fréquentait le cabaret au Lapin Agile, avant d'accompagner la migration des artistes à Montparnasse. Modigliani se cherche, il est sous influence, boit beaucoup, fume du hashish. Cependant, le peintre a rencontré son premier mécène, c'est Paul Guillaume, lequel, médecin et collectionneur, va le convaincre l'an 1908 de faire sa première exposition parisienne. Paul Guillaume, 1916. Figure majeure de la bohème artistique parisienne, Modigliani, à la force d'un travail acharné, en quelques années a conçu une peinture originale et portraituré les artistes, ses relations, qui ont transformé le Montparnasse de la Belle Époque et de la Grande Guerre en creuset culturel. Paul Guillaume, 1915. Jeune femme avec une rose, 1916.
Chaim Soutine, 1917. Modigliani s'alcoolise chaque jour depuis qu'il vit à Paris, d'autant qu'il a pris l'habitude de se saouler avec Maurice Utrillo, les deux compères étant connus pour leurs esclandres. Maurice Utrillo, 1949. Contrairement à Utrillo, qui boit de l'eau de Cologne ou de l'alcool à 90 degrés quand il n'y a plus de vin, et que l'on finira par interner, Modigliani, quand il travaille, a pris l'habitude de doser ses prises d'alcool afin d'exacerber sa sensibilité, mais sans nuire à sa productivité. Léon Bakst, 1917. Maudit exécute ses portraits directement au pinceau, mais afin de restituer la psyché la plus enfouie de ses modèles, le peintre au préalable a toujours réalisé nombre d'esquisses sur des feuilles volantes. Passionné par le visage, le peintre cependant ne peint pas la face de ses sujets, c'est l'intériorité de ses modèles qui l'intéresse, non pas le réalisme, mais la révélation de leur moi profond. Quand je connaîtrai ton âme, je peindrai tes yeux. Max Jacob, 1916. Juan Gris, 1915. On a demandé à Modigliani pourquoi il peignait ses modèles en obstruant leurs orbites, ou bien un œil ouvert, l'autre fermé. Réponse de l'artiste. Avec l'un, tu regardes le monde, et avec l'autre, tu regardes en toi-même. Autre remarque de l'artiste. Les figures de Cézanne n'ont pas de regard, comme les plus belles statues antiques. Les miennes, en revanche, en ont un. Elles voient, même quand les pupilles ne sont pas dessinées. René Kisling, 1917. Devenu l'une des figures de la bohème parisienne, après la Grande Guerre, Modigliani, pour survivre, sera toutefois toujours contraint de faire la manche dans les brasseries du quartier Montparnasse. Au Dôme, à la Rotonde, puis à la Closerie des Lilas, le peintre éméché propose des portraits souvenirs à des touristes qui finissent par céder. On le prend pour un clochard, il n'en a cure. Encouragé par Brancusi, entre 1908 et 1914, Modigliani, préoccupé comme peintre par la conflictualité entre la ligne et le volume, se sera consacré à la sculpture. Mais qu'il fût peintre ou bien sculpteur, c'était la même obsession. Fasciné par les arts primitifs, dits premiers, le prince de Montparnasse était en quête d'une ligne pure. Tête, 1912. À l'exposition universelle de 1889, lors du centenaire de la Révolution française, les Occidentaux avaient été confrontés aux statuettes et aux masques africains, lesquels devaient avoir une si grande influence sur les acteurs de l'art moderne. Masque au long visage, population Fang, Gabon, Afrique, vers 1950.
Tête de femme, 1912. Abandonnant la sculpture, le peintre sera toutefois resté sculpteur, travaillant la matérialité de la peinture. Épaisse, les couches de pigments de ses tableaux seront parfois grattées, puis griffées ou encore creusées avec le manche du pinceau. Jeanne Buterne au Collier, 1917. La guerre du nu. L'an 1917, Amedeo Modigliani a produit une série de nus féminins et fait scandale. Ces tableaux, exposés la même année à la galerie Berthe Weil, avaient dû être décrochés d'Essimès pour atteinte aux bonnes mœurs. La cause du délit? L'artiste a peint des poils pubiens. Or, malgré les conquêtes des peintres tels Delacroix, qui avaient représenté Marianne les aisselles non épilées, à l'instar de l'Antiquité, on voulait à nouveau voir des corps imberbes et lisses, signe de transcendance. C'était aussi la règle au Moyen Âge, lorsque l'Église assimilait l'absence de pilosité de la Vierge Marie et des anges à la pureté, redoutant les dangers liés à la chair, craignant que la présence de poils féminins fût un appel à la lubricité, puis à l'amour libre, hors le contrôle du clergé. Lointain héritier de Giorgione, Modigliani, coloriste hors pair soutenu par des lignes et des volumes d'une vérité sans précédent, grâce à un savant mélange de pigments, aura réussi à traduire le grain de la peau de ses modèles à un degré de sublimité jusqu'alors inconnu. L'an 2018, le nu couché sur le côté gauche de Modigliani a été adjugé chez Sotheby's à 157 millions de dollars. L'an 2015, chez Christie's, un premier nu du peintre était déjà devenu le deuxième tableau le plus cher jamais vendu aux enchères à 179 millions. Madame, monsieur, merci pour votre attention, à très bientôt.